Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Donc déjà la première chose, c'est que j'aimerais remercier les autres intervenants parce que ce que j'ai entendu en fait, ça a provoqué des résonances en moi. Donc je vais un petit peu essayer de mailler mon récit en le reliant aussi un petit peu au vôtre dans ce que ça a réveillé. L'autre chose, c'est que j'ai pas tellement l'habitude de parler de moi. J'ai beaucoup l'habitude de parler, mais pas de moi en fait, dans les conférences, etc. Et pas tellement d'entrer en fait dans ma vie. Donc c'est un exercice un peu nouveau aussi. Donc je me lance. Déjà, la première chose que j'ai à vous dire, qu'est-ce que je peux dire de moi, c'est que, en fait, comme Samira, moi j'ai grandi en banlieue, en fait, dans le 93 également, à Pantin. Et bien que ça ait été la banlieue dans un bloc d'immeubles de 2500 personnes, j'ai vraiment vécu dans une sphère de magie. Littéralement, c'est très féerique, ça aussi, c'est ce que ça m'a rappelé chez Sarah. J'ai vécu en fait une espèce de féerie parce que j'ai vécu d'abord avec deux parents qui s'aimaient. C'est un très beau cadeau que m'a fait la vie en fait. Mes parents sont restés ensemble toute leur vie. Ils s'aimaient profondément et c'était un couple d'artistes. Voilà. Donc je viens d'une famille d'artistes. Ma mère était musicienne, peintre, mon père graveur, artiste. Et les premiers souvenirs que j'ai en fait de ma vie, ça a été des grandes fêtes qu'organisaient mes parents parce que c'était une maison qui était ouverte à tous, sans discrimination. Et mes parents, en fait, ils ont eu en fait une vie d'artiste et aussi une vie de liberté. Ils ont une vie de liberté parce que ils ont fait le choix de toujours rester indépendants. Donc c'était beaucoup de précarité. Mais c'était aussi fantastique parce qu'ils ont fait le tour du monde, ils ont exposé dans 37 pays, ils ont fait 400 expos. Et ça, c'est vraiment tous mes souvenirs d'enfance. Et moi, quand j'étais petite, j'avais 3 ans, je peignais, je dessinais, je faisais la musique, etc. Et mon premier contact avec un peu cette bulle de magie, et en dehors de cette bulle, ça a été l'école. Et ça, c'était atroce. Mon premier jour d'école, là j'ai débarqué, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a un prof qui dit des trucs, il faut obéir. Obéir, ça veut dire quoi? Enfin voilà, je comprenais absolument pas ce que c'était. Alors j'ai pleuré comme une madeleine. Et alors évidemment, quand mes parents m'ont récupéré, ils m'ont dit bah oui, mais bon, tu vas voir, c'est un peu comme ça. Il faut aussi accepter cette facette-là de la vie en fait. Et bon, ça a continué, donc j'adorais créer, mais j'étais en même temps un enfant très enfermé en fait. J'étais très contemplatif, très introverti. Et finalement, moi, la crise qui m'a défini, vraiment le déclencheur, ça a été, et ça j'ai oublié de le dire, parce que mes parents en fait venaient d'ex-Yougoslavie. Mon père est né en Bosnie-Herzégovine et ma mère en Croatie. Et quand j'étais vers la fin de mon adolescence, j'avais 16 ans, la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie et ça a été terrible. Ça a été terrible parce que mes parents ont à peu près tout arrêté à ce moment-là et ils se sont mis à essayer d'aider. Donc ils ont ramené une partie des réfugiés qu'ils connaissaient ici à Paris. Donc il y avait 15 personnes dans l'appartement. Ils m'ont foutu dehors. Ils avaient acheté une petite ferme en Bourgogne, mais là aussi il y avait plein de réfugiés, donc j'avais plus de place nulle part. Et finalement la seule solution, c'est qu'ils m'ont foutu à l'internat en fait pour continuer mes études parce que c'est le seul endroit où je pouvais encore être, quoi. Et finalement ça s'est joué comme ça. Et la guerre a été terrible parce que finalement ils ont essayé d'aider. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette guerre en ex-Yougoslavie, c'est que c'était une guerre qui n'était pas voulue par les peuples, mais pilotée par un petit nombre d'individus qui ont construit politiquement finalement ce conflit, qui ont construit politiquement la violence qui a éclaté là-bas. Et c'est d'ailleurs valable de quasiment toutes les guerres en fait que vous verrez aujourd'hui, qui ne sont pas désirées par le peuple, mais très souvent qui viennent en fait de manipulation d'un tout petit groupe. Et mes parents ont essayé d'aider, et finalement quand ils ont compris ce qui se passait vraiment, quand ils ont compris en fait que tout ça s'était piloté depuis les coulisses, en fait ça a été extrêmement dur à admettre, notamment pour ma mère qui croyait tellement fort dans l'amour qu'elle ne pouvait pas en fait comprendre que des gens en qui elle avait profondément confiance puissent la trahir. Et en fait, après la fin de la guerre, ma mère est tombée malade et en un espace de temps très court, elle a développé un cancer et en 7 mois, elle en est décédée en fait. Voilà. Et c'est vraiment cet événement-là, moi, qui m'a, je pense, le plus défini, dans le sens où d'abord c'était atroce, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre, parce que et moi et mon père, on aimait ma mère plus que tout. Et surtout à cette époque-là, ça s'est doublé d'une espèce de révélation, parce que j'ai vu un petit peu ces coulisses en question. C'est-à-dire que on m'avait éduqué en me disant, voilà, on est en démocratie, ici les peuples sont libres, les gens sont conscients. Et finalement, pendant 5 ans, il y a eu des camps de concentration en plein cœur de l'Europe. Pendant 5 ans, ça a duré. Pendant 5 ans, les peuples européens sont restés dans l'impuissance. Présupposé, parce que finalement, en 3 jours, l'OTAN a balayé toutes les positions des Serbes et la guerre était réglée. Et en fait, ça m'a énormément travaillé à l'époque. D'abord parce que j'ai essayé de comprendre, mais pas tout de suite, parce que déjà la première phase, c'était d'essayer de se réparer. Et à l'époque, en fait, et moi et mon père, on était tellement tristes
il y avait une telle lassitude que ni l'un ni l'autre, on voulait plus vivre quasiment. On était vraiment un peu au bout du rouleau. On était quasiment sur le point de se mettre au fer d'or parce qu'on avait 12 mois de retard de loyer. Enfin, vraiment, c'était le fond du gouffre. Et en fait, moi, ce qui m'a maintenu en vie, il y a plusieurs choses. D'abord, il y avait une espèce d'ouverture spirituelle, mais qui s'était déjà produite quelques années avant tout ça. Ma mère, c'était quelqu'un qui était très connecté, et à un niveau que je ne comprenais pas quand j'étais petit, parce que c'était une sorte de médium, en fait. Elle était connectée au monde invisible, finalement. Elle était connectée au monde de l'âme. Et puis, quelques années avant sa mort, j'ai quand même eu la chance de vivre une sorte d'ouverture dans cette direction. Moi aussi, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Donc, j'ai commencé à comprendre aussi ce que ça voulait dire. Et heureusement que c'est arrivé, parce que quelque part, c'était un petit coussin qui avait été préparé pour moi, je pense, pour vivre ensuite l'épreuve que j'ai vécu. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est la première chose qui m'a permis de tenir. La deuxième chose, c'était l'amour de mon père, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois là pour lui, et puis lui, il fallait qu'il reste pour moi, quoi. Donc petit à petit, on s'est réparé. On a quand même réussi à reconstruire quelque chose après. Et moi, je voulais comprendre. Je voulais comprendre, en fait, comment tout ça a été possible. Comment un tel degré, si vous voulez, d'aliénation collective a été possible. Et j'ai orienté quasiment toutes mes recherches. Après, j'ai fait des études de philosophie jusqu'au doctorat sur ça. Ma seule question, c'était finalement comment est-ce qu'aujourd'hui, dans des systèmes où on est censé être libre, on est censé être conscient, on est censé être maître de nos vies finalement, on arrive parfois à des tels degrés d'impuissance collective. Et finalement, les découvertes que j'ai faites ont été pour moi très déstabilisantes parce que finalement, j'ai découvert qu'en grande partie, tout ça, c'était entretenu. Et qu'en grande partie, finalement, les systèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui ne cherchent pas du tout à nous rendre libres, ne cherchent pas à nous émanciper, mais cherche au contraire à abaisser notre seuil de conscience et à faire de nous des gens qui obéissent aux règlements qu'il y a et aux ordres qu'on donne dans l'entreprise, qui obéissent à l'école, qui obéissent comme consommateurs et qui, de façon générale, consentent et ont l'illusion de la liberté, mais consentent et prennent des décisions dans cette illusion de liberté, mais qui finalement correspondent à ce qui a déjà été pensé à l'avance pour nous. Voilà. Et donc j'ai découvert des auteurs comme Noam Chomsky, Eric Fromm, qui parlent beaucoup de la peur de la liberté en Occident, la fuite de la liberté. Et tout ça, ça m'a énormément fait réfléchir, et en même temps c'était terrible, parce que ça m'a aussi mis dans une impasse, dans le sens où après avoir fait toutes ces études, je me suis dit, mais alors, ok, il y a un système dans lequel on est qui est très bien pensé, qui nous donne cette illusion, et en même temps, comment on fait pour en sortir? Et moi, j'avais aucune réponse. Voilà. J'étais à ce point-là dans mes études de philosophie, je ne savais pas en fait comment en sortir. Et donc j'étais à l'époque assez mélancolique, j'étais assez triste. Parce que je me posais tout le temps la question, mais comment faire? Comment faire? Parce que ce sont des systèmes qui sont tellement pernicieux, qui nous mettent dans toutes sortes d'addictions. Vous voyez, consommer c'est une addiction, les drogues c'est une addiction, le jeu c'est une addiction, le sucre c'est une addiction. Jean-Christophe a raison, et c'est une addiction beaucoup plus profonde que ce qu'on sait d'habitude, ce qu'on en sait d'habitude. Tout ça en fait, ça nous fait tourner dans des cercles vicieux, et comment on fait pour en sortir? Et il m'a fallu en fait des années, ça a été long pour que petit à petit d'abord je devienne entrepreneur. C'était une première phase. Donc j'ai monté effectivement une première start-up, une deuxième dans l'innovation RH. Puis j'ai monté des collectifs. Et puis tout à la fin en fait j'ai fini par trouver une clé. Et c'est assez récent, hein, ça remonte à 3-4 ans, qui est autour de trouver des manières d'aider les individus à s'émanciper, à regarder en face leurs peurs, leurs blocages, et petit à petit, par des petites crises contrôlées, c'est ce qu'on appelle des parcours initiatiques, les amener en fait à dépasser ces peurs et en faire des forces. Voilà, c'est petit à petit affronter l'ombre en soi pour en faire une lumière et pour en faire une force qui nous guide dans notre existence. Et donc maintenant je le fais pour des entreprises, je le fais pour des territoires à travers ma start-up qui s'appelle Collective Z. Mais ce que j'aimerais aussi vous dire en fait, et ce qui me paraît extrêmement important dans ce qui se joue aujourd'hui, c'est que cet appel, si vous voulez, ce qu'on appelle l'appel à devenir son propre héros dans son existence, l'appel en fait à vivre son aventure dans la vie. Et là, vous avez eu vraiment 6 très beaux exemples de parcours du héros, des gens qui sont vraiment devenus des héros de leur propre vie. Cet appel, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça a été plusieurs fois répété dans cette soirée, et ça, évidemment, je suis très en résonance avec ça. Ça me paraît fondamental, parce que nous vivons en fait un moment qui est un moment de changement qui est très rare et très important dans notre histoire. Il y a des prospectivistes, oui, des spécialistes de l'histoire qui essaient de comprendre les choses qu'on est en train de vivre. Ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, on vit une période de très grand chaos. On a l'impression qu'on ne sait plus trop où on va. On a l'impression en fait que les fondations de la société sont plus stables du tout. Et c'est la vérité. L'Occident, si vous voulez, est passé par des grandes phases, des grands cycles historiques, qui ont à peu près tous duré 550 ans. Donc ça a été la Grèce, et puis ça a été Rome, et puis ça a été les 2 périodes du Moyen-Âge, la Renaissance. Et en fait, on vit une fin de cycle. Voilà. On vit aujourd'hui les 20 ans où en fait un modèle est en train de s'effondrer et un autre modèle est en train d'émerger.
de ces cendres. Et ça, ce sont des moments qui sont très rares et qu'on a la chance de vivre, en fait, ces moments-là, d'être incarné, comme disait Lilou, à ces moments-là. Là, on peut avoir un impact qui est démultiplié par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Si ces projections sont justes, la prochaine fois, on pourra avoir un tel impact, on sera à un tel carrefour, ça sera à peu près au milieu du XXe siècle. C'est pour vous dire à peu près voilà, quelle ampleur ça a, et la chance que vous avez tous, et je reprends vraiment les mots de Lilou, parce que je suis très en résonance avec ça, d'être incarné aujourd'hui. La chance, si vous voulez, d'être une des âmes courageuses qui est venue à notre époque pour compter. Mais évidemment, pour y arriver, ça demande de se confronter à soi-même. Ça demande, si vous voulez, à ne pas vivre une vie qui est fausse. Ça demande en fait à ne pas vivre une vie où vous portez un masque. Ça demande effectivement à aller chercher vos désirs réels. Ça demande à vous connecter à votre âme pour comprendre quelle est votre aspiration et quelle est votre mission de vie. Voilà. Et c'est surtout ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on en est tous capables. Moi, j'ai vu ces dernières années, j'ai découvert toutes les techniques qui existent autour du coaching, qui existent autour effectivement des thérapies existentielles, on parlait de Frankel, etc. Tout ça, c'est génial, mais c'est fait pour des petites élites. C'est fait aujourd'hui pour des très grands dirigeants de boîtes qui peuvent se payer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment tout un travail à faire pour démocratiser ça, pour l'ouvrir, pour faire témoigner, pour inspirer. Donc là, ce qu'on vit comme événement, c'est un exemple. Et moi, je me bats pour ça aujourd'hui, avec Arnaud et avec d'autres, pour réussir à ce que vraiment un maximum d'individus puissent avoir des outils, des cadres pour se libérer et faire la différence aujourd'hui. Et un dernier mot pour dire que ça fait mal. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, c'est que quand je reviens un petit peu en arrière sur ma vie, je me dis, mais quand même, ça en fait des souffrances, quoi. Ça en fait, si vous voulez, des épreuves qu'il a fallu surmonter. Et en même temps, j'ai une gratitude, quoi. J'ai une gratitude parce que je crois, en tout cas aujourd'hui, que j'aurai pas de regrets. Voilà. Ça fait mal au début, mais après, c'est merveilleux. Merci à tous.